Bienvenue les gars sur Brand Monday Comics, cette semaine pour une vidéo plus chill, je me suis dit pourquoi pas revenir déjà dans l'ancien décor des premières vidéos, mais aussi revenir à des formats plus simples où justement on feuillete des comics en blablatant de ces runs là. Et quoi de mieux pour commencer cette série que revenir sur les premiers épisodes de Spider-Man avec ce tome là, Marvel Origins tome 1, je vous propose qu'on le feuillete et qu'on regarde si c'est toujours d'actualité, si c'est quelque chose qui est toujours accueillant pour de nouveaux lecteurs, et qu'on parle d'un super-héros génial, ici Spider-Man. Générique. Et nous voici avec Peter pour ce premier tome des Marvel Origins. C'est bien le premier, hein, c'était celui qui était vendu donc en collection presse à 4€. Forcément, ça avait attiré pas mal de monde, et donc ça avait pas mal fait parler puisqu'il va contenir Amazing Fantasy XV et les épisodes 1 à 5 de Amazing Spider-Man. C'est déjà une édition qui est très belle, comme vous pouvez le voir, il y a une frise qui en fait représente évidemment la couverture de Amazing Fantasy XV lorsqu'elle est complète, littéralement celle-ci, et ensuite d'autres choses qui vont s'ajouter derrière. C'est un très beau collage. C'est le numéro 1 parce qu'évidemment c'est le tome 1 ici, il y a le tome 2 qui revient sur la suite, il me semble que c'est le tome 11 dans la série, donc il faut vraiment attendre dans la collection presse avant de retrouver Spider-Man, puisque évidemment ça parlait aussi des autres héros Marvel. On a déjà parlé des 4 Fantastiques de la même collection sur cette chaîne-là, et ben c'est justement la même collection, donc on est aussi sur une édition de cette qualité-là. Pour le sommaire, vous pouvez voir qu'on a quand même un beau travail éditorial avec pas mal d'introductions pour remettre du contexte, vous présenter un peu l'histoire de l'époque, vous présenter Spider-Man, même si tout le monde le connaît, mais aussi présenter pourquoi Marvel Comics était un renouveau en 62 et comment ils ont réussi à créer un héros qui a vraiment marqué les époques et les esprits, qui est aujourd'hui le héros le plus populaire, si ce n'est pas Superman, en tout cas on pense souvent à Spider-Man. Au niveau du papier, c'est vraiment chouette, c'est vraiment beau. Les couleurs passent très bien. C'est les couleurs d'origine, il me semble, donc c'est pour ça que Spider-Man a les doigts ici un peu jaunes et que les couleurs sont relativement vives. Donc au niveau de l'édition, moi je trouve ça plutôt chouette, on est vraiment sur un papier de qualité. Mais il y a une chose qui fait que je ne conseillerais pas ce bouquin du tout, c'est la traduction. On reviendra dessus après, on va d'abord voir un peu de quoi ça parle. Vous pouvez voir que Final Fantasy, pas du tout, Amazing Fantasy XV revient sur les origines de Spider-Man. Dès la première page, on vous donne le ton, donc avec ce Peter Parker qui est complètement mis à part, tout le monde qui se moque de lui, vous avez Liz, vous avez Flash, vous avez... dès la première page, on se doute aussi que la traduction va être éclatée au sol. Si on invitait Peter Parker à la boum... le pauvre Polar, il confond valse et cha-cha-cha. C'est pour faire tapisserie, tu sais bien, ce genre de choses qui sont terribles, puisque Stan Lee est assez connu quand même pour avoir été un auteur qui tient bien dans le temps et qui écrivait en tout cas avec un langage assez moderne et surtout très commun et fluide. C'était pas un anglais vieillot, c'était pas un anglais soutenu non plus, c'était vraiment un anglais parlé, avec beaucoup d'idiomatisme et ce genre de choses, beaucoup d'américanisme, mais on est vraiment sur un anglais qui a bien vieilli, et là la VF me rend ça beaucoup plus vieux que ça ne l'est réellement. On revient tout de suite sur Oncle Ben qui ouvre le récit, donc avec Peter, on voit directement leur relation, et c'est la dernière fois que vous voyez Oncle Ben. C'est vraiment... Il apparaît sur 3 cases maximum, je crois, dont déjà 2 ici, et c'est peut-être la dernière si je me souviens bien, je ne sais plus trop, mais en tout cas c'est assez flagrant à quel point Oncle Ben disparaît hyper rapidement et on n'a pas le temps de s'attacher à lui, quoi. Mais c'est une origin story, il fallait aller vite, donc évidemment on vous montre à quel point Peter est ici mis de côté, il finit par se faire piquer par l'araignée, et directement, ses pouvoirs, vous connaissez l'histoire, il finit évidemment par aller tester ses pouvoirs dans un combat de catch qui était très cool dans le film de Sam Raimi. Moi j'avais beaucoup aimé en tout cas cette version-là, inspirée évidemment de la WWE. Là on est vraiment sur quelque chose de plus classique. Et un tournant assez intéressant, tiens je crois que c'est la dernière fois qu'on voit Oncle Ben ici, un tournant assez intéressant, c'est de voir justement que il fait du showbiz. Il fait du showbiz et il veut faire de l'argent en fait avec tout ce qu'il... avec ses pouvoirs, sa première mission, du moins sa première volonté, c'était pas de sauver les gens, c'était simplement de faire de l'argent, jusqu'à ce qu'il se rende compte que Oncle Ben a été assassiné chez lui. Donc ça, évidemment, c'est une scène qui a été très bien reprise par Bendis dans Ultimate Spider-Man. Et il finit donc par aller voir le tueur dans cette scène qui rappelle évidemment aussi Ultimate Spider-Man, avec Spider-Man qui a des yeux. Si ça, c'est pas dingue, franchement, c'est vraiment un plan. Je sais pas pourquoi ils ont voulu faire ça. Mais bon, à mon avis, c'était pour montrer les émotions. Ils devaient, je pense, avoir du mal à justement donner un peu plus d'émotivité à ce personnage-là. Et donc ça, c'est les débuts officiels de Spider-Man. Et franchement, même si c'est assez lourd à lire parfois, il faut dire quand même que c'est relativement moderne dans l'écriture
parce que même si Stan Lee s'adresse à des enfants, donc il explicite absolument tout, hein, toutes les bulles de pensée, il n'y a aucun sous-texte, tout est dit en fait, hein, donc vous n'avez pas besoin de réfléchir dans le sens où tout est suranalysé, tout est expliqué dans les moindres détails, ce qui rend la lecture beaucoup plus lourde, parce que on vous donne pas le temps de... Enfin, en fait, on donne pas la place au dessin, pour parler. C'était une des choses qui, je trouve, manque pas mal à l'époque. Mais je trouve que ça s'est beaucoup amélioré avec le temps, en fait, en lisant... là, en ce moment, je suis en train de faire le Spidey Challenge, c'est-à-dire que je lis tous les épisodes de Spider-Man, du début jusqu'à la fin, j'allais dire, mais il n'y a pas vraiment de fin, mais en tout cas, là, j'en suis aux épisodes 50, donc j'ai lu plus des 50 premiers épisodes. Je lis un peu tous les soirs pour avoir un peu tout ça, et j'en parle toutes les semaines en short sur cette chaîne si vous n'êtes pas au courant. Allez voir les shorts si ça vous intéresse, parce que c'est assez fun de parler de tout ça, et ça évolue vachement. Et je trouve que par exemple ici, on a une relation avec Tante May qui est très, très étrange, dans le sens où Tante May, elle est un peu saoulante, elle va tout le temps dire à Peter « T'es trop fragile, arrête de faire ci, arrête de faire ça », ce qui est un peu drôle, hein, c'est du comics de répétition, mais elle sert à rien d'autre, et elle apporte rien. Elle a une tête assez drôle d'ailleurs ici, là. Mais voilà, Tante May, c'est vraiment juste le poids émotionnel qui permet à Peter d'avoir peur pour quelqu'un et donc de ne pas révéler son identité. C'est surtout ça, et bon, aussi montrer le fait que Peter est perçu comme quelqu'un de fragile, que ce soit par sa famille ou aussi par ses amis et ses connaissances, ses voisins, ceux qu'il connaissent. Ça, c'est assez fun, ici, de voir Spider-Man comme étant en train de questionner son identité et à se demander si au final il pourrait pas utiliser ses pouvoirs pour se faire de l'argent et payer son loyer. Je m'y attendais pas, honnêtement, quand j'avais lu ça, et je trouvais ça plutôt cool de justement pas passer directement, enfin de pas passer par la case pouvoir puis super-héros, mais vraiment avoir une transition et du coup un développement qui va permettre à Spider-Man de se dire, mais peut-être qu'au fond, je vais pas prendre ce chemin-là, mais essayer de faire le bien. Et il y a vraiment un questionnement, une recherche d'identité qui est plutôt bien faite et assez mature, même si, évidemment, c'est surexpliqué, et il n'y a aucune subtilité dans tout le comics ici, sinon à part ça, hein. Mention spéciale donc à cette chose là qui est très drôle, à cette scène où Spider-Man se fait signer un chèque libellé au nom de Spider-Man, et il n'arrive pas à l'encaisser à la banque parce qu'évidemment il n'a pas de pièce d'identité. Donc c'est complètement con, c'est un peu bête, mais moi je trouve ça très drôle. Malgré la traduction qui pose parfois un peu problème, donc comme vous pouvez le voir, James Jonas Jameson est là, il est jaloux de Spider-Man, il le déteste. Et en vrai il a une place que je trouve hyper intéressante parce que au fond, c'est un peu lui le méchant du début à la fin, et même si on a évidemment le modèle du Villain of the Week, enfin of the Month ici, qui va commencer avec le caméléon, on est sur quelque chose qui, au final, va garder en toile de fond James Jonas Jameson comme étant vraiment l'antagoniste principal, jusqu'à Doc Ock, jusqu'à le Bouffon Vert et tout ce que ça donne après. Mais il est toujours celui qui, je trouve, au final, cause le plus de mal à Peter, bon, jusqu'à un certain point, hein, parce qu'évidemment, après, il y aura la mort de Gwen Stacy et tout ce qui suit, mais pour le moment, je trouve qu'il est hyper intéressant, et je trouve que pour l'époque, c'était vraiment original, et ça change un peu de ce qu'on avait l'habitude de voir dans les 4 Fantastiques ou autres. Les 4 Fantastiques qui sont là, d'ailleurs, évidemment, pour apporter un peu de popularité à Spider-Man, et donc essayer de faire vendre ce premier numéro de la meilleure des façons, premier numéro qui a très bien marché, évidemment, et c'est là qu'on commence ce que je trouve absolument phénoménal, c'est-à-dire le marathon des réussites. À partir du numéro 2, Stan Lee et Ditko vont simplement faire que des masterclass sur masterclass, hein. Chaque numéro va vraiment revenir sur un méchant chaque semaine, et chaque méchant est emblématique, chaque méchant est encore aujourd'hui d'actualité. Ici, vous pouvez le voir avec le vautour qui est vraiment dans le modèle que je trouve le plus réussi, c'est-à-dire vraiment un mec chauve, maigrichon avec un nez qui fait justement penser à un vautour, les ailes et tout ce qui va avec, même si bon, au niveau des pouvoirs, enfin, je veux dire, c'est très statique et ça paraît un peu idiot de voir un mec faire ça, parce qu'on sait pas vraiment d'où sort la projection et d'où sort la vitesse. Ça, c'est plus dû au dessin, je trouve, de Ditko que Stan Lee, pour le coup, mais c'est hyper intéressant de voir justement le développement de ces personnages-là, les premières apparitions de ces premiers méchants, et les réactions de Spider-Man et de James Jonas Jameson, évidemment, qui va demander des photos à Peter, qui lui va vraiment galérer en tant qu'étudiant et en tant que cadeau aussi, qui essaie de se faire des amis, qui essaie de sortir avec Betty Brant, qui est donc la secrétaire de James Jameson, et puis aussi d'affronter en tant que Spider-Man les méchants qui arrivent de plus en plus. Le bricoleur, lui, alors je sais plus comment il l'appelle en anglais, tiens. Mais bon, lui, il est un peu... C'est un des seuls qui est vraiment passé de côté, pour le coup. C'était pas non plus hyper intéressant. Vous pouvez voir que c'est assez drôle, ces délires avec les aliens qui sont juste là. Mais niveau action, honnêtement,
Ce que j'ai préféré dans ces 2 premiers tomes, mais surtout dans le premier, c'est les scènes un peu soap opéra. C'est plus ce qui est, en fait, scène relationnelle avec James Jameson, que je trouve toujours très drôle, Tante May, mais surtout Betty Brant, parce que pour le moment, il n'y a pas Oncle Ben, pour le moment, enfin, il n'y a pas Oncle Ben évidemment, mais je veux dire, il n'y a pas Liz, il n'y a pas MJ, Liz, on la voit assez rarement, même si elle est là de temps en temps. Flash aussi, évidemment, qui va le bully. On n'a pas Mary Jane, on n'a pas Harry, ça viendra plus tard, vers les épisodes. Je crois que c'était bien la vingtaine, hein, c'était arrivé assez tard. Mais vous avez déjà le Docteur Octopus qui fait sa première apparition ici, un de mes vilains préférés de l'univers de Spider-Man, que je trouve vraiment sympa. Et donc il y a des concepts aussi qu'on peut voir qui ont été abandonnés plus tard avec le Spider Signal, qui est un peu un rappel du bas de signal, avec Spider-Man qui vous explique en détail comment ça fonctionne, alors qu'on s'en fout, quoi. C'est juste un truc un peu classe qu'ils ont mis comme ça. Les origines de Doc Ock qui sont géniales ici, très fan de ce personnage-là dès le début, je trouve qu'il était vraiment réussi. Le concept est génial, hein, le Kara design est ouf. Et je suis assez content de voir que c'est un design qui est resté dans le temps. Il a toujours la même gueule, ses tentacules sont toujours les mêmes. Ils ont juste un peu évidemment changé les couleurs, changé parfois un peu l'aspect de la technologie, mais juste, enfin voilà, ça donne des cases. Je trouve que Steve Ditko le met très bien en scène pour le coup. Et donc ça donne un potentiel fou pour tout ce qui est mise en scène et combat. La torche des 4 Fantastiques qui vient faire le malin ici à l'université. Toujours ici pour lier Spider-Man aux 4 Fantastiques. Ce qui paraît un peu étrange, mais au début je pense que c'était surtout pour essayer de le rendre un peu plus populaire. Comme les 4 Fantastiques étaient quand même assez connus, il fallait un peu le lier à la famille de héros locales pour pouvoir le rendre plus intéressant et donc avoir plus de succès dans le temps. Mais honnêtement, il en avait pas forcément besoin, il s'en est vite détaché, et heureusement, parce que s'il l'avait mis avec les 4 Fantastiques, je pense que Spider-Man aurait perdu justement cette image de la gentille araignée du quartier, quoi, celle qu'on lui connaît et celle qu'on aime tant. Un épisode que j'ai adoré, c'est celui de l'Homme Sable, avec le premier, ici, première apparition de l'Homme Sable. Une image qui me rappelle vraiment des scènes dans les films de Sam Raimi, donc dans Spider-Man 3, que j'avais personnellement adoré, que j'aime toujours vraiment, même si c'est un film assez controversé. Exactement le même design, un peu la même gueule, et honnêtement, ça marche trop bien, quoi. Donc vous avez toujours des pages par contre assez chargées, parce que Stan Lee va vraiment développer des dialogues et qui sont pas forcément nécessaires. L'Homme Sable va ici vous expliquer comment ses pouvoirs marchent, alors que, on le voit en fait visuellement. La traduction aussi, quand je l'avais lu, ça m'avait posé problème parce que j'avais pas capté ce qu'il disait en français. Au diable la panoplie d'Arcandier pour Bug Lots Wars en VO sur Marvel Unlimited. C'est un peu bête, mais c'est ce genre de choses qui fait que ça nous sort complètement de la lecture. Alors qu'en VO, ça se lit très très bien, quoi. Tante May qui est toujours là pour dire que Peter est hyper fragile. Au niveau des couleurs, moi je trouve ça magnifique, hein, ces couleurs un peu vives et tout, là, je trouve que ça donne vraiment un charme, avec ces décors qui sont toujours très colorés, et souvent vides en fait, mais qui donnent un charme, qui font ressortir les personnages. Je trouve ça vraiment sympa, même si c'est très lourd de dialogue, souvent pas nécessaire. Des scènes de lycée, ici avec Peter qui a 36 ans apparemment, hein, et qui se retrouve donc en cours avec Liz et Flash, qui finissent par lui dire qu'il est nul. Flash qui devient très fan de Spider-Man, c'est assez drôle. Et puis, vous avez aussi Peter qui va se dire que ça peut être très sympa. Bon, l'aspirateur qui est ici, évidemment, c'est du flash forward, hein, enfin, c'est du foreshadowing pour ce qui va venir après, puisque c'est comme ça que Peter va réussir à vaincre l'homme sable. Mais cette scène-là qui m'avait beaucoup fait rire, c'est l'homme sable qui retourne dans un lycée, donc il s'évade de prison. Il retourne dans un lycée pour aller voir un peu son principal et lui dire et dis donc, ça te dit pas de me donner un diplôme parce que vas-y, moi j'aimerais bien avoir un job. Et au final, déjà c'est très drôle parce que ça fait complètement pitié, et au final, il se fait casser la gueule par Spider-Man, donc je sais pas quelle est la morale, je sais pas s'ils étaient pour dire aux enfants restez à l'école c'est bien, regardez, lui, il regrette, mais en tout cas, c'est un peu inattendu, et c'est quelque chose qu'on verrait plus trop aujourd'hui, donc voilà, la bataille commence avec l'homme sable, ça dure quelques pages, parce qu'évidemment l'action était très mise en avant à l'époque dans Spider-Man, et il finit par le vaincre en l'aspirant, case très connue ici, avec Jonah Jameson qui est évidemment là pour demander des images et en vouloir à Spider-Man et dire à la police de l'arrêter. Vous connaissez l'histoire. Son rêve est évidemment de le démasquer, hein, ça vous le connaissez. Et une chose qui est assez récurrente, c'est que les épisodes se finissent souvent sur une note négative pour Peter, qui va en fait se sentir de plus en plus isolé, à la fois à cause de ses pouvoirs, mais aussi à cause de toutes les responsabilités qui viennent derrière, puisqu'il n'a pas vraiment d'amis en fait. Il essaie un peu d'accrocher avec Liz et les autres, mais au final il est plus passif, c'est les autres qui vont surtout parler à sa place pour lui cracher dessus, quoi. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Il est vraiment pas cool là, c'est un Peter qui est vraiment très nerdy et très
très introverti, chose qui va changer dans les épisodes qu'on verra plus tard, qui était plutôt cool, puisque Peter va devenir justement un biker sympa qui a un peu toutes les filles à ses trousses et qui doit choisir entre Gwen et Mary Jane, mais ça viendra plus tard. Doctor Doom, qui est déjà là, c'est pas génial ça. Robert Downey Jr., qui fait une apparition très rapide et un peu naze, pour tout vous dire, dans cet épisode, qui est un peu expédié, qui est très goofy, hein. Doctor Doom qui tend des pièges un peu à la Power Rangers, avec des salles enflammées, avec plein d'obstacles un peu idiots, mais bon, c'est rigolo, ça se laisse lire. Dès pour les enfants, donc évidemment, c'est quelque chose qu'il faut remettre en contexte, hein, même si aujourd'hui Spider-Man, c'est quand même pour une base de jeunes adultes. Là, on était vraiment sur de l'enfantin, donc c'est évidemment dans l'époque et dans le jus. Assez intéressant de voir la façon dont Spider-Man tisse ses toiles. Il le tisse jamais de la même façon, en tout cas, donc on a très souvent l'habitude de voir les deux majeurs et l'annuaire, justement, qui permettent de tisser la toile. Ça change, ça varie, donc voilà, je pense que c'est quelque chose qui s'est vraiment figé dans le temps avec d'autres auteurs. Petit souci sur les mains ici, hein. Mais voilà, ça reste un design quand même assez sympa. J'aime pas mal Steve Ditko, je trouve qu'au dessin, il est quand même très bon. Si John Romita, le père, hein, pas Junior, est quand même bien meilleur comparé à son fils, qui, je trouve, ne sait pas dessiner, ça c'est mon avis. Vous avez ici le Marvel Masterworks avec cette page. Donc on vous remonte la page d'origine, la première page de The Amazing Spider-Man. Classique, hein, donc avril 62, très sympa. Très sympa de voir ça, parce que c'est vraiment le début d'une histoire absolument géniale, qui prend tout son sens dans cette belle édition-là, malgré la traduction très vieillotte. En tout cas, moi j'ai adoré cette lecture, et c'est tout pour ce tome-là. Bon, bah vous l'aurez compris, moi je conseille cette lecture-là malgré la traduction. Si vous pouvez lire en VO, franchement faites-le. On parlera du tome 2 très bientôt parce que l'édition est chouette. La trad laisse toujours à désirer, mais les épisodes sont géniaux et même si ça a pas mal vieilli, ça reste tout à fait sympa à lire, donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces vieux comics. Est-ce que vous les relisez des fois? Est-ce que vous relisez les bases? Ou est-ce que vous préférez un peu survoler des vidéos YouTube qui justement parlent de ça? Parce qu'il y a beaucoup de vidéos narratives qui permettent un peu de revenir un peu à tout ça sans se prendre la tête et sans avoir à tout relire parce qu'il y en a quand même du contenu. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, bonne lecture à tous et à bientôt.